consolider le système de veille, surveillance, alerte, sur lequel j'insisterai tout particulièrement, et bien entendu faire en sorte de faire de l'Agence nationale de santé publique l'acteur clé au service de la qualité du réseau de santé publique marocain. Ce qui suppose de structurer le réseau national de laboratoires de référence, ce qui suppose de consolider la recherche en santé publique au Maroc et ce qui suppose de consolider la formation en santé publique. Mais je vais insister tout particulièrement sur la la consolidation du système de veille, surveillance, alerte comme au cœur des missions de la nouvelle Agence nationale de santé publique. Les crises à répétition dont a parlé M. Castellou tout à l'heure sont l'occasion de revenir très régulièrement en France, dans les autres pays, sur les fonctions du système de veille, surveillance, alerte et sur le périmètre institutionnel, l'exercice de ces fonctions. En fonction des crises, les défaillances se situent tantôt du côté de la veille, tantôt du côté de la surveillance, tantôt du côté de l'alerte, tantôt, dans le cas de la France aujourd'hui, du côté des vigilances et de la façon d'exercer les vigilances. Il y a donc matière et nécessité d'une réingénierie permanente de ces fonctions et des périmètres institutionnels pour consolider le système. Donc c'est cette vision du système de veille, surveillance, alerte que l'on a voulu développer dans le plan stratégique pour coller au mieux aux défis de la santé au Maroc, compte tenu des priorités qui sont celles du pays, en particulier de celles qui sont développées dans le plan 2008-2012 et de son organisation institutionnelle. Donc, on a mis fortement en avant, bien entendu, au titre des missions de la nouvelle Agence nationale de santé publique, l'exercice de la fonction de veille, sur laquelle on a eu l'occasion avec Rachid et Jean-François de travailler il y a quelques années et d'essayer de faire en sorte que cette notion de veille scientifique et technique s'insère mieux à la fois dans les esprits et dans les réalités administratives en France, mais aussi au-delà. Il y a deuxième mission, bien entendu, l'analyse des risques et l'évaluation des risques. Troisième mission, les vigilances, toutes les vigilances, et encore une fois, débat pendant en France aujourd'hui. On a aussi, dans les missions de la nouvelle agence, insisté sur le fonctionnement de l'alerte, et l'alerte considérée dans un sens actif. L'alerte, c'est à la fois la façon dont on reçoit les signaux, et c'est la façon dont on met en branle le système de recherche, le système de surveillance, à partir du moment où on a reçu ces signaux. Donc c'est véritablement cette vision systémique de l'ensemble des fonctions qu'il convient d'exercer au niveau national et en interface avec les acteurs internationaux que l'on a voulu exprimer dans l'article 2 du projet de loi et dans les quelques lignes qui traduisent ces missions dans cet article. Je vous remercie. Je veux bien reprendre. C'est comme pendant tous ces mois, c'est vraiment un travail en équipe. Je voudrais donc ajouter que nous avons derrière la loi livré un projet de décret, toujours dans l'édifice complètement classique des outils de création d'un établissement public national,
Ce projet de décret fixe la composition du conseil d'administration, du comité d'études et du conseil scientifique, ainsi que quelques autres précisions. Je dirais juste pour le conseil d'administration qu'il affiche d'abord le caractère interministériel des missions de l'agence, c'est-à-dire que bien sûr le département de la santé y est largement représenté puisque le ministre est président, mais dans les vingtaines de personnes qui composent ce conseil d'administration, on trouve les ministres des Finances, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Recherche, de l'Environnement, des collectivités locales. On a voulu aussi donner à ce conseil d'administration la couleur assez moderne des établissements qui sont en cours de création actuellement au Maroc, avec des représentants élus des personnels de l'établissement public et avec les quelques grandes institutions, fondations de droit privé de la société civile. Je ne vais peut-être pas davantage insister sur le conseil scientifique qui lui aussi marque le caractère international et interministériel des missions de l'agence. Nous avons, est-ce que j'ai tourné la page? Oui. Nous avons aussi utilisé des outils plus modernes de l'intervention publique pour le pilotage de l'agence, et je dirais un mot d'un projet de convention d'objectifs et de moyens à conclure entre le ministère de la Santé et l'agence lorsqu'elle sera créée. Objectivement, les règles traditionnelles de tutelle sont plutôt des règles qui permettent à l'autorité hiérarchique supérieure de s'opposer aux actions de l'établissement public ou l'invite à utiliser des contraintes purement financières. Par les conventions d'objectifs et de moyens, l'État, le ministre, se donne un vrai pouvoir d'orientation, de renégociation, un rendez-vous fixe d'évaluation des politiques conduites par l'établissement public et surtout de leur cohérence par rapport aux règles qu'il a fixées et aux objectifs qu'il a fixés. Donc nous laissons dans la boîte à outils qu'évoquaient Alain et Madame Delawade, nous laissons un projet de convention d'objectifs et de moyens. Nous laissons aussi quelque chose d'un peu plus complexe au titre du partenariat avec les régions, dont je disais que les bases juridiques de la direction régionale de la santé étaient encore fragiles. Ce qui fait que nous laissons plusieurs modules en option. Quelque chose d'un peu original, qui était la convention constitutive du réseau de santé publique entre les DRS et l'agence, et qui avait l'avantage de mettre en évidence le système de prestations réciproques. Nous laissons éventuellement un contrat, un autre dispositif contractuel, et enfin j'ai tout récemment travaillé à transformer ces dispositifs négociés en éventuellement arrêtés ministériels plus classiques dans les outils de l'action publique. Dans tous les cas, ce dispositif de raccordement aux régions préserve l'autorité du directeur régional et fait de l'agence l'animateur des travaux en région, qu'il s'agisse des travaux d'épidémiologie ou des laboratoires. Enfin, je terminerai avec un mot de recommandation. Les livrables que nous avons livrés sont donc dans le respect intégral, je parle de la loi et du décret, sont dans le respect intégral des règles formelles en vigueur au Maroc. Les accompagnateurs, les décideurs qui ont fait partie des multiples groupes de travail qui associaient aussi bien les autorités de la santé que les autorités des finances, tout ce que nous avons produit a été validé. Je considère qu'avant la description ambitieuse que va vous faire Pierre Gustin de l'avenir de l'agence, je considère que tout de suite, dans la limite des crédits inscrits à la loi de finances 2011, sans un centime de plus, il est intéressant pour le Maroc de passer à la publication de ces textes sans prénom. Premièrement, il ne faut pas sous-estimer les multiples tâches, j'ai envie de dire ingrates, qui vont précéder le développement, le renforcement, et il y a les directeurs de CHU l'ont expliqué, transférer les personnels c'est la croix et la bannière, unifier des outils de gestion budgétaire c'est compliqué,
il y a beaucoup de choses compliquées à faire, ne perdons pas de temps. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des choses nobles à faire, un programme d'établissement, le terrain est prêt, 16 millions de dirhams sont inscrits dans l'investissement 2011, que les acteurs de la future agence soient en train de réfléchir à tout ce programme d'établissement, ça serait quand même essentiel. Enfin, je considère que le consensus qui a encouragé tous nos travaux ne devrait pas se perdre et que c'est dans ce sens que je plaide pour une rapidité de la publication et de l'intégration juridique. Voilà. En ce qui me concerne, je peux dire.